Et bonjour François. Excuse-nous pour ce Salut retard. Georges, salut à tous. Et on sait que tu es contraint par tes activités professionnelles d'enseignant et tu es merci d'être là et d'offrir cette fenêtre de tir. Est-ce que ça va? Bah oui, écoute, ça va comme ça peut aller dans un contexte qui est aussi compliqué que celui que nous connaissons, mais en même temps, la richesse de l'actualité politique ouvre peut-être quelques perspectives. Je crois que c'est à ça qu'il va falloir nous atteler. Il y a quand même un grand chambardement des grands équilibres, tant d'un point de vue national que d'un point de vue international, et il y a deux, trois petites choses à faire. Ouais. Eh bien justement, avant de parler des perspectives, et je sais que tu en as, on voulait avoir ton avis sur les réactions des Européens. Enfin, quand je parle des Européens, je parle des élites dirigeantes européennes, en particulier de la Commission européenne, de Mme von der Leyen, de la nouvelle Commission, des nouveaux commissaires européens, et de tous ceux qui les soutiennent, évidemment, inclus Emmanuel Macron, après la victoire de Donald Trump, où il semble toujours dans un état de légère panique, confronté à une situation militaire pas à l'avantage de l'Ukraine sur le terrain, et en même temps à une crise économique sévère, puisque l'Allemagne et la Grande-Bretagne, qui n'est pas dans l'UE, mais bon, en Europe, est en récession. La France n'est pas en récession par la volonté magique de ceux qui manipulent les statistiques, mais la situation est très très mauvaise. On a une quasi-crise de la dette. Le gouvernement patauge totalement hors de la Constitution. Maintenant, ça fait 2 fois que la Constitution a été violée dans le cadre du plan du budget qui est discuté à l'Assemblée et au Sénat. Et pourtant, il pousse à plus d'Union européenne. Comment tu vois la situation et que penses-tu qu'il se passe du côté des européistes? Écoute, je crois qu'il se passe deux choses en réalité, que leur réaction vient d'abord, bien évidemment, de la cécité qui a été la leur depuis de longs mois pendant cette campagne, mais depuis des années, d'une manière générale, quant à leur lecture de la carte géopolitique internationale. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire raisonnablement que ces gens n'ont pas vu venir la victoire de Trump. En fait, c'est ça qui est quand même assez fou. Il y a eu une forme d'auto-intoxication qui fait que finalement, il croyait à la possibilité de victoire de Madame Harris. Et ce qui est intéressant, c'est les conséquences qu'ils en tirent. Il y a celles qu'on va essayer de diagnostiquer d'un point de vue international. Je pense que ça, ils se rendent compte que plus qu'un changement de pied, ça va être une accélération du calendrier de remodélisation de la scène internationale. Et puis, je vais peut-être commencer par là. Je crois qu'ils en tirent des conséquences d'un point de vue d'abord. C'est-à-dire qu'ils ont compris Parce que ça en qu'il fait y des a une intoxications. Hein. bascule dans ces... Oui, 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 Je oui. Ben, disais, ça en fait des ça en fait, mais en même temps... auto-intoxications sur la situation avec la Russie économique, auto-intoxication sur la situation de la guerre en Ukraine, auto-intoxication sur l'état de notre propre économie. C'est quoi Et leur poison? auto-intoxication sur les stratégies politiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu le retournement qui est à l'œuvre depuis maintenant 4, 5, 6 ans, qui s'est accéléré avec le Covid, qui est que les stratégies que moi j'avais appelées les stratégies du socle, qui visent aujourd'hui à parcelliser l'espace politique pour créer des raccourcis électoraux pour prendre le pouvoir, ces stratégies qui ont conduit à la polarisation des sociétés dans tout ce qu'on appelle au sens large l'Occident, qui étaient des stratégies conscientes de l'offre électorale. Ce n'est pas les citoyens qui ont créé la polarisation, c'est l'offre politique elle-même qui a polarisé le champ électoral. Ils se rendent compte que tout ça ne suffit plus. Ils ont bien lu la campagne et les résultats de Mme Harris. Alors bien sûr, ils essaient de construire aujourd'hui un contre-récit, mais ils sont obligés de prendre acte du fait qu'une stratégie de campagne qui se construit sur la segmentation du corps électoral en différentes catégories, en différentes communautés, et qui délivre des messages spécifiquement aux uns et aux autres, plutôt qu'à chercher à créer du commun, eh bien cette stratégie de campagne est une impasse. Bien évidemment, les États-Unis sont un pays quasiment chimiquement pur sur cette façon de faire, notamment le Parti démocrate. Mais c'est cette stratégie qu'on voit s'appliquer en France depuis des années, qu'on voit s'appliquer dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et là, ils ont eu sous les yeux le résultat. Ils ont vu ce qui se passait quand Mme Harris
délivrait dans un meeting un message aux Afro-Américains, quand elle délivrait un message aux Latinos, quand elle délivrait un message spécifique aux communautés LGBT, quand elle délivrait un message spécifique exclusivement aux femmes. Non seulement tout ça n'a pas permis de créer une agrégation, mais il y a eu une forme de rejet progressif dans chacun de ces électorats. Ce qui est notable, c'est qu'il y a un recul dans chacun de ces segments électoraux par rapport à ce qui était le score attendu par Mme Harris. Et à l'inverse, qu'a dit Donald Trump? Il s'est adressé aux Américains. Les Américains l'ont compris comme tel. Quelqu'un qui était à New York pour les élections me faisait ce retour. Il m'a dit, je discutais avec des gens d'origine hispanique et beaucoup d'entre eux me disaient, mais moi, je ne me retrouve pas dans ce que dit Mme Harris à mon sujet, qui me parle à moi en tant que latino. Ils me disent, moi, je préfère Donald Trump parce que Donald Trump, il me parle en tant qu'Américain. Voilà. Eh bien, là, il y a une dimension extrêmement forte, extrêmement structurante sur la manière de faire de la politique. Et l'expérience de Mme Harris est interprétée en France et dans différents pays de l'Union européenne comme la fin de ce cycle-là dans lequel ils sont rentrés finalement de plein pied. On a tous en tête les différents partis qui ont joué ce petit jeu-là dans notre pays ou au sein de l'Union européenne. Eh bien, il y a là une parenthèse sur cette façon de faire de la politique qui se referme et ils se rendent compte non seulement donc de l'impasse internationale sur laquelle on va venir dans un instant, mais ils se rendent compte aussi qu'ils sont dans une impasse stratégique et électorale à l'intérieur. Et je crois que ça leur fait très très mal. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on continue à avoir ce contre-récit dans les médias dominants, où on vient finalement être tenté de nous expliquer que la victoire de M. Trump n'est pas aussi importante que ce qu'on voudrait bien dire, que la campagne de Mme Harris était formidable, et que d'ailleurs, tiens, pourquoi ne se représenterait-elle pas en 2028, etc. Voilà. Je crois qu'il y a vraiment une lecture intérieure, de politique intérieure, qui est faite au sein de l'Union européenne et qui fait beaucoup de mal. Alors la victoire de Donald Trump est tellement pas totale qu'ils ont aussi remporté the House, donc c'est-à-dire la Chambre des représentants. Donc là, c'est full house au poker. Il va pouvoir faire ce qu'il veut pendant 2 ans, plus ou moins. Donc effectivement, et donc là pour toi, c'est la vérification, c'est intéressant, c'est la vérification des thèses de Christophe Guilluy, de Jean-Claude Michat ou de David Goddard, les gens de nulle part, les gens de quelque part, les gens de partout. On l'a vu sur la carte électorale des États-Unis, c'est les villes qui votent démocrates. Le reste, les diagonales du vide américaines sont une marée rouge républicaine. Et puis, c'est la vérification de tout ce que tu défends depuis des années. C'est-à-dire que c'est le gouvernement minoritaire, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se maintenir. Il y a de plus en plus de mal à se maintenir. Alors, quelle est maintenant, selon toi, l'impasse au niveau international? Dans quelle impasse se sont mis les dirigeants européens? Oui, bon, je pense que tous les gens raisonnables ont quand même compris depuis le temps maintenant que quel que soit le président des États-Unis d'Amérique, quelle que soit son obédience, qu'il soit démocrate, qu'il soit républicain ou quoi que ce soit, l'Amérique primera toujours et il fera toujours primer les intérêts américains sur le reste du monde et sur y compris les constructions internationales. Voilà. Donc ça, il n'y avait pas de surprise à attendre de ce point de vue-là, quand bien même Mme Harris l'aurait emporté. Par contre, c'est le calendrier. C'est le calendrier de remodélisation de l'ordre international qui d'un coup, prend un gros coup d'accélération. Et ça, les Européens ne s'y attendaient pas forcément. Voilà, ils se berçaient encore de l'illusion qu'ils allaient pouvoir gratter 4 ans et peut-être 8 et peut-être un peu plus, et que finalement, cette grande bascule n'allait pas intervenir si vite que prévu. Là, non seulement ils constatent qu'ils l'ont sous les yeux avec l'élection de M. Trump, mais ils se disent aussi que la puissance du résultat, tant d'un point de vue institutionnel que d'un point de vue du vote populaire, fait qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer. Ça s'ancre peut-être d'autant plus que le désormais vice-président est peut-être pas trop mal placé pour prendre la relève. On sait que c'est plutôt un théoricien, contrairement à monsieur Trump, et donc on a peut-être un mouvement de fond qui s'ancre et que ce n'est pas juste un épiphénomène qui est lié à la personnalité de M. Trump. Donc, on va aller à marche forcée et rapide vers cette remodélisation de l'ordre international. Et quel est-il? Cette remodélisation, elle passe quand même par 2 aspects dont qu'il faut bien prendre en compte. Le premier, c'est que les États-Unis assument une stratégie, qui est une stratégie, notamment d'un point de vue économique,
du protectionnisme pour pouvoir se réindustrialiser et pour pouvoir faire face à ceux qu'ils qualifient comme leurs adversaires sur la scène internationale. Qui sont ces adversaires? En premier lieu, et avec l'arrivée de M. Trump, on voit bien qu'il y a une redéfinition plus encore de l'Asie du Sud-Est comme le nouveau terrain d'affrontement, et notamment avec la Chine, qui donc, elle, déploie une stratégie qui est la stratégie du soutien à son industrie, du soutien à sa politique économique. Donc on voit là qu'il y a deux grands blocs qui ont des stratégies, et l'Union européenne, là au milieu, elle ne définit absolument aucune stratégie. Sa stratégie jusqu'à maintenant, c'était de rester dans la roue des Américains comme un simple vassal. Sauf qu'avec M. Trump, il n'a pas besoin d'avoir aujourd'hui une béquille. Et donc, il va venir faire son marché au sein de l'Union européenne. On voit bien que l'axe central de l'Union européenne n'est plus l'axe Paris-Berlin. On voit bien que d'autres pays vont être autrement alignés avec M. Trump. Je pense à M. Orban, qui est aujourd'hui l'un de ses principaux relais au sein de l'Union européenne. Il va sans doute y avoir la Pologne, qui historiquement a toujours été l'un des leviers américains au sein de l'UE. Et donc, il y a une remodélisation qui passe par un éclatement au sein de l'UE. Et j'en veux pour preuve les déclarations hier du chancelier, encore pour quelques semaines, c'est un cas important, on parlait tout à l'heure de démocratie minoritaire et du reste, du chancelier Scholz en Allemagne, qui déclarait qu'il souhaitait qu'il y ait un soutien sans faille et qu'il y avait un besoin aujourd'hui de prioriser le soutien avec les États-Unis. Donc s'il dit ça, ça veut dire que s'il le priorise, il se défait et il se dédie d'une certaine manière de la construction européenne telle que nous la voudrions, nous autres Français, je parle d'Emmanuel Macron en disant cela, avec son idée de souveraineté européenne. Donc c'est le moment où toutes les cartes vont être rebattues au sein de l'UE, et ce qui apparaît là, c'est un peu du chacun pour soi, c'est du sauf qui peut. Pourtant, on a le rapport Draghi qui est sorti opportunément après les élections européennes et pas avant, comme c'était prévu, tellement il est mauvais sur la productivité européenne, et inquiétant sur les propositions qui y sont faites, en particulier d'emprunts massifs pendant 5 ans, de 800 milliards par an, par l'UE, donc il donnerait un pouvoir colossal financier à la Commission européenne, mais ce seraient les États qui garantiraient. Où on y parle de financement de guerre, on y parle beaucoup de cela, mais en filigrane, ce dont on parle, c'est de la fédéralisation de l'Union européenne. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une course folle, une fuite en avant pour fédéraliser l'Union européenne? Et comment vont-ils s'y prendre? Ne vont-ils pas utiliser la situation économique mauvaise, la paupérisation, en particulier des classes moyennes, pour imposer une sorte de thérapie de choc et néolibérale et fédéraliste? Alors, il pourrait être tenté de le faire, et d'ailleurs, certains vont souhaiter cela. C'est le cas de M. Macron, c'est le cas de Mme von der Leyen. Un diplomate rapportait que quand M. Trump a besoin de s'adresser à l'Union européenne, ou qu'il a une question à régler sur le vieux continent, en général, il passe d'abord par M. Orban. Et le conseil de M. Orban, jusqu'à maintenant, était de lui dire ensuite, pour régler les choses, t'appelles Berlin et t'appelles Paris. Voilà. C'est comme ça que ça se faisait. Sauf que maintenant, au regard de la situation qui est d'ailleurs, elle aussi, à nouveau, liée à la situation de démocratie minoritaire qui affaiblit ensuite les pays sur la scène internationale, on n'appelle plus ni Berlin, ni Paris. Monsieur Trump appelle directement Madame von der Leyen. Donc, il y a cette tentation de passer par le haut et que l'empire américain s'adresse à l'impérium technocratique bruxellois pour faire les choses. Mais ça va à l'encontre du fait que j'évoquais il y a un instant, c'est que dans cette politique du sauve qui peut, quand je montrais ce qu'est en train de faire l'Allemagne, c'est-à-dire l'Allemagne qui a fait des mauvais choix, qui a entraîné tout le monde dans sa roue, dans le désastre, notamment avec sa politique industrielle vis-à-vis de la Chine, eh bien, quand on regarde l'Allemagne, aujourd'hui, ils essaient de se rapprocher aux branches, ils essaient de faire volte-face et ils essaient de devenir le partenaire privilégié des États-Unis d'Amérique. Donc, il va y avoir cette contradiction extrêmement forte sur l'idée d'Europe fédérale. Oui, Monsieur Macron, oui, Madame von der Leyen, oui, tous les fédéralistes et les tenants de la souveraineté européenne
vont peut-être essayer de se dire c'est l'occasion d'une stratégie du choc et peut-être qu'on peut passer en force, mais je crois que les réflexes nationaux de certains, pour vouloir se repositionner en voyant que l'Union européenne est une impasse, vont prévaloir. Enfin, quand je parle de l'Allemagne, on ne parle pas de rien quand même. De la même manière qu'on disait que l'Union européenne ne pouvait pas exister sans la France, chacun comprend que l'Union européenne en tant que telle, sans l'Allemagne, c'est pas le même projet, c'est pas le même objet, c'est pas le même poids politique et économique et géopolitique. Donc, il va y avoir cette contradiction qui va amener nécessairement, à mon sens, à un blocage supplémentaire au sein de l'Union européenne. Je crois que c'est plutôt ça qu'on a devant nous, avec un deuxième aspect qu'il y a au sein de l'Union européenne, un rééquilibrage. Je vous ai déjà parlé il y a quelques secondes de M. Orban, je vous ai parlé de la Pologne, de l'Italie. On voit bien que finalement l'axe majeur au sein de l'UE n'est plus tant le vieil axe franco-allemand, n'est plus centré sur les pays fondateurs du traité de Rome, mais finalement est en train de se décaler aujourd'hui vers l'Est, avec une ouverture plus aussi sur les enjeux qui sont ceux que vous avez évoqués quand vous avez été à Kazan. Voilà, je crois, la période dans laquelle on est, dans une période où l'Union européenne va être dans ces contradictions-là et ne va pas être capable de faire la bascule qui lui permettrait de reprendre pied sur la scène internationale. J'ai décrit la stratégie politique des États-Unis, j'ai décrit la stratégie politique de la Chine, mais ce qu'ont en commun les États-Unis et la Chine, c'est qu'ils ont toujours privilégié de faire des sauts technologiques, d'avoir une avance technologique. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la France et à l'Union européenne? Et c'est l'objet du rapport Draghi. C'est ça, c'est ce saut technologique. Ça nous dit qu'on est à la ramasse dans tous les domaines. Et donc, derrière, il y a des propositions, tu l'as dit, de 800 milliards d'investissements, de porter le budget de l'Union européenne à 5% du PIB de celui-ci, alors qu'on en est à 1 aujourd'hui. Mais on voit bien qu'il y aurait un grand chambardement à faire, et je ne vois pas, dans l'état des rapports de force actuels, comment l'Union européenne en tant que telle peut se mettre d'accord. Il y a là le déclassement de l'Union européenne qui est révélé à nouveau par cette élection aux États-Unis. Et si les États-Unis et la Chine ont des stratégies, l'Union européenne n'en a pas. Donc il y a ce double déclassement, le déclassement de l'Union européenne et le déclassement de la France au sein de l'Union européenne. Et justement, dans ce contexte que tu décris très très bien, le déclassement de l'Union européenne, le déclassement de la France dans l'Union européenne, d'offensive américaine sous la bannière de Donald Trump, de stratégie cohérente des BRICS, qu'est-ce que ça nous donne à nous comme opportunité? Quelle fenêtre ça ouvre pour ceux qui ont à cœur à défendre la République, certains principes républicains, la France, le social, la souveraineté? Est-ce que ça nous donne des perspectives intéressantes, et lesquelles selon toi? Alors, il y a des perspectives intéressantes. La première, je l'ai évoquée au début, quand je parle de politique intérieure et de la manière de mener campagne et d'essayer d'agréger. Aujourd'hui, on a quand même un verdict qui est tombé de manière très claire. Les stratégies du socle, se dire qu'il existe des raccourcis électoraux pour accéder au pouvoir et qu'il ne faut pas construire des majorités, mais que atteindre 25, 26, 27, 28% du corps électoral permet d'atteindre un deuxième tour et de gagner un deuxième tour et que cela est suffisant, on voit bien que c'est une impasse. Parce que ces stratégies du socle reviennent sur la culture de fortifier ce socle. Autrement dit, de donner du grain à moudre à un électorat captif. On voit bien avec la campagne de Mme Harris, mais on l'avait quand même compris un petit peu avant, que cela ne fonctionne pas, que cela ne fonctionne plus, et que cette tentation, c'était la tentation, la parenthèse des années 2010-2020, qui a conduit partout aux blocages électoraux, qui a conduit à l'installation de la démocratie minoritaire, qui conduit aujourd'hui à l'arrivée au pouvoir de formes nouvelles de faire de la politique, tant sous la forme de grandes coalitions hétéroclites, comme on a pu les connaître, que d'alliances avec l'extrême droite, que de populisme post-libéraux, comme avec Donald Trump. On voit bien que tout cela a conduit à la situation dans laquelle nous sommes et est une impasse. Donc, pour nous autres, c'est une opportunité. Pour le coup, on a une opportunité. On voit bien que tout ce qui a été fait à gauche
mais y compris dans une partie de la droite. Tout ce qui a été fait dans quasiment l'ensemble du champ électoral aujourd'hui ne fonctionne pas. Donc, il va falloir faire autre chose. Et faire autre chose, c'est quoi? C'est créer un projet agrégateur qui vise à construire une majorité. Et on ne s'adresse pas de la même manière quand on vise à construire une majorité populaire que quand on vise à cultiver des électorats que l'on pense et que l'on veut captifs. Donc ça, la bascule est complète de ce point de vue-là. Et logiquement, eh bien, les gens qui sont dans notre courant de pensée ne sont pas les moins bien positionnés là-dessus. Ils ne sont pas les moins bien positionnés là-dessus, d'autant qu'il existe déjà des expériences à l'échelle du continent qui vont être importantes. Il ne vous a pas échappé qu'au moment où Donald Trump a accédé au pouvoir, en tout cas gagné les élections, il accédera à la Maison-Blanche dans quelques semaines, il ne vous a pas échappé qu'il y avait une crise politique terrible en Allemagne. Une crise politique qui nous donne déjà désormais un calendrier qui est le suivant. Le 16 décembre, le chancelier Scholz devra poser la question de confiance devant le Bundestag, qui lui refusera quasiment à coup sûr au regard de l'explosion de sa coalition dite Grand Chapiteau, qui était formée du SPD, des Verts et des libéraux du FDP. Donc le Bundestag lui refusera de lui renouveler sa confiance. Et donc on devrait avoir des élections le 23 février. C'est là-dessus que les différents partis en Allemagne se sont a priori entendus. Donc, on va avoir là un modèle. Pourquoi? Parce que l'Allemagne, il se passe des choses. Il y a des gens qui disent des choses plutôt intéressantes. Et il y a notamment le BSW qui avait quitté Die Linke et qui a fait une percée aux élections européennes, on l'a vu, qui est crédité là en début de campagne d'un petit matelas. Et on va voir si, par exemple, elle est capable, Sarah Wagener, de remodeler la scène politique en Allemagne, parce qu'aujourd'hui, le seul élément nouveau ces dernières années, pendant la décennie 2010, qui changeait la surface politique en Allemagne, c'était l'irruption puissante, violente de l'AfD, de l'extrême droite, puis une extrême droite costaud en Allemagne, de l'extrême droite allemande. Donc là, il y a la capacité à voir un autre projet politique, et ces élections en Allemagne auront valeur de test, bien sûr, pour l'Allemagne, mais je crois qu'elles doivent nous intéresser. Elles doivent nous donner une perspective pour voir s'il y a une opportunité politique, s'il y a une rencontre entre cette analyse-là, qui est qu'il faut réagréger le peuple plutôt que s'adresser uniquement à un électorat captif. Eh bien, ça va être une démonstration dans un sens ou dans un autre. Le premier étage de la démonstration a été réussi au moment des européennes. On attend confirmation en février. Il ne faut jamais préjuger de rien. Mais enfin, ceux qui pensent qu'il faut changer les choses doivent soit donner le coup de main, soit en tout cas s'y intéresser de près et en tirer ensuite tous les enseignements. Donc voilà l'une des façons de faire. L'autre façon de faire, c'est bien sûr de s'atteler à un autre discours sur la scène internationale. On a bien compris que la notion de souveraineté, le mot était à un moment donné un mot qui était un mot absolument utile parce qu'il était quasiment redevenu un signifiant vide dans lequel on pouvait remettre des choses. Et il y a des gens qui, à gauche, à une époque, là encore au début des années 2010, nous en étions, certains d'entre nous, pensaient qu'on pouvait agréger autour de cette idée de souveraineté. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que la souveraineté, le terme a été repris par d'autres et puis a été perverti assez largement, y compris jusqu'à en faire l'inverse de ce que signifie la souveraineté. Je pense là au terme de souveraineté européenne qui a été inventé de manière assez brillante, hein, mais perverse, par monsieur Macron à partir de 2016 et déployé ensuite à partir de 2017. Donc on voit bien qu'à l'échelle du continent ou à l'échelle nationale et surtout à l'échelle de construction concentrique avec des intérêts nationaux communs et partagés entre différents pays, on peut recréer un projet et une identité politique au sein de l'Europe. Je ne dis pas au sein de l'Union européenne, je dis au sein de l'Europe. C'est peut-être là le moment de faire, dans ce moment où l'Europe, je l'expliquais avant, l'Union européenne, elle, va être paralysée. Ah, c'est amusant ce que tu dis sur le concept de souveraineté qui est un peu dévoyé. Ça me fait penser toujours
au plan de préservation de l'emploi, qui en général sont très mauvais signes pour les gens qui travaillent dans une entreprise. En général, c'est qu'ils vont perdre leur emploi. Donc c'est vrai qu'il y a cette capacité à pervertir le sens des mots. Comme le disait Platon, permet de pervertir la cité. On est dedans. Alors par rapport à ce que tu dis, on a en France, en tout cas, toujours le problème du Rassemblement national, dont on parlait juste avant, en raison de sa situation délicate par rapport à la justice. C'est que le RN apparaît de manière populaire comme le pôle de résistance, que ce soit à tort ou à raison. Et est-ce que tout ce que tu décris, eh bien, ne va pas donner la dernière impulsion pour que eux arrivent au pouvoir, ce qui, bon, je pense, assez catastrophique vu la compétence notoire qui se dégage de ce qu'ils font. Mais est-ce que c'est pas vers ça qu'on tend? Alors, juste avant, je me permets, parce que je voyais passer dans le chat quelqu'un qui disait qu'en Allemagne, c'était quasiment joué et qu'il y aurait une nouvelle grande coalition, notamment entre les sociodémocrates et les démocrates chrétiens, entre le SPD et la CDU, plus peut-être les Verts. Je pense que ça sera sans doute ça, le résultat électoral. Mais ça ne veut pas dire que l'histoire est finie. Ça veut dire que les grosses coalitions étaient un remède du système face à l'effondrement du bipartisme, que les grosses coalitions ont créé des blocages électoraux qui ont amené à la démocratie minoritaire. Mais la démocratie minoritaire est bloquée et revient aux grosses coalitions. Donc on va repartir dans un cycle en réalité. Tout ça tourne à vide. Il faut bien avoir en tête que tout ça tourne à vide. Pour l'instant, personne ne sort de cette situation. Soit on reste dans ce jeu-là et on va enchaîner les grosses coalitions dans tous les pays avec la démocratie minoritaire, avec ensuite des gouvernements technocratiques, puis à nouveau des grosses coalitions, etc., etc. On peut tourner indéfiniment. Pour l'instant, personne dans l'Union européenne n'a réussi à sortir de ce cycle-là. Moi, ce que je dis, c'est que nous devons penser la sortie de ce cycle. Nous devons penser la politique différemment. Nous devons penser la politique différemment pour agréger. Et là, j'en viens à ta question sur la France. Quand j'ai dit tout à l'heure que quasiment toute la scène politique était rentrée dans des stratégies du socle, eh bien, tout le monde, d'une certaine manière, y est rentré parce que le Front National, puis le Rassemblement National du début, étaient dans une stratégie du socle. Et la différence, c'est qu'aujourd'hui, que tous les autres ont admis complètement cette stratégie du socle, ils ont avalé le principe de la tripartition de l'espace politique, accepter que l'espace politique soit segmenté en 3 blocs, c'est, en tout cas pour le camp de ceux qui veulent transformer la société, c'est se réduire à l'impuissance. Eh bien, les seuls qui, dans ce cadre-là, ont basculé d'une stratégie du socle à une stratégie d'agrégation, il faut bien le reconnaître, il faut bien le constater. C'est le Rassemblement national. Donc, soit effectivement, les gens sont d'accord avec le projet qui est porté par le Rassemblement national et ils y retrouvent cette forme qui vise à créer une forme d'hégémonie culturelle, c'est ce qui est aujourd'hui à l'œuvre, qu'on le veuille ou non, et à créer une agrégation autour d'un projet politique partagé. C'est ce qu'essaie de faire le Rassemblement national. Donc, soit ça leur convient, et ils ont effectivement cette manière de refonder et de sortir de l'axe minoritaire, soit par contre ils ne sont pas d'accord sur le fond du projet, et dans ce cas-là, il faut proposer une alternative à ça, mais qui ait les mêmes ressorts, qui soit capable de créer un même type d'imaginaire. De la même manière que Régis Debray nous enseignait que le sacré, autrefois, c'était la nation, et que c'est ce qui permettait de faire, hein, avec le lien entre la nation et la République, un imaginaire commun. Derrière pouvaient se ranger tous ceux du camp émancipateur, universaliste, humaniste et de transformation sociale et démocratique. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a plus de sacré qui est revendiqué en tant que tel. Il y a des totems, mais il n'y a plus de sacré. Ben, peut-être que nous, on doit faire ça. Quand j'évoquais l'exemple de l'Allemagne, c'est ce que essaie de faire Madame Wagner-Nertz. Donc, il faut aujourd'hui s'atteler à ce projet. Et est-ce que le Rassemblement national est aujourd'hui en situation de l'emporter? Fou celui qui dirait que ce n'est pas le cas. Alors, je vous ai entendu tout à l'heure parler et analyser la décision de justice qui a été rendue contre Madame Le Pen. Moi, j'en profite pour dire qu'on a quand même un problème dans ce pays, qui est que le politique s'en remet de plus en plus à la justice pour traiter les affaires du politique. Et moi,
c'est une position de principe. Je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai été interrogé l'autre jour sur la décision de M. Retailleau de se saisir de l'article 40 du Code de procédure pénale pour envoyer un certain nombre de députés de la France insoumise devant la justice. Je pense que ce n'est pas une bonne façon de faire. Si la justice peut très bien s'autosaisir, vous, moi, n'importe qui peut saisir la justice s'il pense que les propos de certains relèvent du domaine judiciaire, mais ce n'est pas au ministre de l'Intérieur, qui est dans le champ du politique, d'aller mener le combat politique et en le déversant dans le champ judiciaire. Et bien de la même manière, pour Madame Le Pen, je pense que ce n'est pas une bonne façon de régler une question qui est un blocage politique par le biais judiciaire. Que Mme Le Pen soit condamnée, le reste, la justice devra suivre son cours. Et je pense que la lutte contre la corruption à tous les étages, je dis bien à tous les étages, doit être une priorité pour restaurer la vertu républicaine. Mais cette confusion des genres va nous amener à une situation où le respect des règles judiciaires et de l'état de droit va incapaciter le champ politique. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que désormais, Mme Le Pen n'a plus aucun intérêt, et le Rassemblement national n'a plus aucun intérêt à faire tomber le gouvernement de M. Barnier. Non pas simplement parce qu'elle ne peut pas se présenter, mais parce que pour l'instant, elle est toujours protégée, qu'on le veuille ou non, par son immunité parlementaire. Et le Rassemblement national a tout intérêt désormais à gagner du temps et donc à ne pas faire tomber le gouvernement Barnier. Voilà en quoi le glissement sur le champ judiciaire incapacite derrière la reprise en main démocratique dont nous aurions besoin. Oui, tu as tout à fait raison avec ce glissement vers le champ judiciaire du politique qui est problématique. Et là aussi, on a une influence claire et nette des États-Unis. C'est exactement ce qui s'est passé là-bas, au point où Kamala Harris est allée prendre un risque d'une inconscience folle quant à sa propre chance d'élection, d'aller envisager de remettre en cause le premier amendement des États-Unis, c'est-à-dire limiter la liberté d'expression du politique, puisque c'était Trump qui était visé, alors que c'est un totem dans leur pays. Donc, eh bien nous, on se retrouve dans cette situation où tu dis il faut qu'on reconstruise du sacré et on se présente en alternative. Alors, on est bien placé l'un à l'autre pour savoir que ça a été à un moment donné quelque chose qui a été tenté en France, avec pas trop mal de succès, avec Jean-Luc Mélenchon. Et je pense spécifiquement à la campagne présidentielle de 2017, où il y avait cette ligne-là dont tu parles, avec la remise en place du sacré, refaire sien des principes qui d'ailleurs avant avaient été de gauche. Bon, ça a échoué, mais on voit qu'en fait c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et peut-être que la crise économique, donc la crise sociale qui en découle, pourrait être un accélérateur pour ce que nous défendons. Oui, ça pourrait être le cas. En tout cas, il faut voir comment les choses peuvent être faites. Tu parles de la France insoumise. Moi, si je raisonne en chiffres, la France insoumise, enfin en tout cas son prédécesseur, le Front de gauche et notamment le Parti de gauche, intervient et fait éruption sur la scène politique fin 2008. Elle reprend à l'époque le totem, elle relève le drapeau rouge de la gauche. C'est la campagne de l'élection présidentielle de 2012. 4 millions de voix, ce qui n'est pas rien pour quelque chose qui était émergent. Mais la vraie progression spectaculaire, c'est passé de ce moment-là où elle revient dans le champ politique pour faire 7 millions de voix, tu l'as évoqué, en 2017, avec non seulement 7 millions de voix, mais une forte bienveillance de l'ensemble du champ politique à l'égard de la France insoumise. Et donc un potentiel de faire beaucoup plus en second tour. Un potentiel de second tour, un potentiel de victoire au second tour, et peut-être plus intéressant encore, parce que peut-être que le fruit n'était pas mûr à ce moment-là, un potentiel de croissance derrière, un potentiel pour élargir encore l'assise. Les élections de 2022 montrent qu'il y a eu une progression, elle est incontestable. Il y a eu 7,6 millions de voix, si je ne dis pas de bêtises. Mais vous avez entendu ce que j'ai dit. J'ai dit rien, 4 millions, 7 millions, 7 millions 6. Ok, est-ce qu'on n'arrive pas? Est-ce que le changement stratégique qui a été opéré après 2017, qui est intervenu à partir de 2018, est-ce que finalement, il n'a pas bloqué la dynamique, la courbe, la capacité
d'élargissement et en faisant en sorte que cet élargissement soit finalement en termes électoraux bien moindre que ce qui aurait pu être attendu ou espéré au sortir de 2017. C'est la vraie question et ça rejoint ce par quoi j'ai commencé, c'est-à-dire les enseignements qu'il faut tirer de l'élection présidentielle américaine qui vient d'intervenir, non pas parce qu'il faut singer les États-Unis, mais d'abord parce que certains ont singé les États-Unis. On se rappelle que un certain nombre de conseillers ou une conseillère politique de la France insoumise avait été suivre de près la campagne, était revenue tout auréolée de certaines stratégies de campagne il y a quelques années pour les appliquer ensuite dans la France insoumise. On voit aujourd'hui à quoi cela mène et on se dit que peut-être que c'est le moment de la fin d'un cycle historique, ce cycle qui repose beaucoup, qui a été sur l'identité, sur les politiques intersectionnelles. Tout ça a conduit à un remodelage des scènes politiques, mais a conduit immanquablement, et ce qui est fou, c'est que les gens ne s'en soient pas aperçus avant, à une réaction politique et culturelle à l'inverse, qui est plus puissante encore que le phénomène intersectionnel, dit woke et le reste qui avait émergé. Donc non seulement on a créé de la conflictualité, mais on a, ce faisant, renforcé le camp d'en face. Donc peut-être que si on est à la fin de ce cycle historique, il faut faire évoluer les choses. Ouais, c'est ce qu'on essaie de faire ici avec toi, entre autres, François, car s'il y a une figure qui sait penser le moment de retournement dans lequel on est, c'est bien toi. Je crois que tu commences à être très très contraint par l'horloge. Le gong va Je vais sonner, non? récupérer les élèves dans quelques minutes. C'est ça. Bon, on va te laisser reprendre le commandement de ta classe et de tes élèves. Merci pour ton analyse et puis l'espoir que tu donnes, tant pour le camp de ceux qui défendent la souveraineté, disons le souverainisme social, et donc la France dans cette situation de retournement du monde. Au plaisir de venir discuter avec vous, les amis. Bonne continuation.